que nous ne pouvons pas nous baser sur des mensonges de M. Patrick Mouyaya pour venir vous informer. La chanson que nous venons tous de suivre ici, cette chanson, ça s'appelle Franc Congolais. Mais alors, pourquoi j'ai mis cette chanson? J'ai mis cette chanson pour juste capter le message qui est dit dans la chanson. Qu'est-ce qui est dit dans la chanson? Dans la chanson, on dit ceci. Mokaso qui est baby, mon solo na yango pe et beba kaelongo. Donc si le pays est détruit, sa monnaie aussi est détruite ensemble avec cette nation. Mosolo ezali elembo, yango nde thermomètre, ya économie ya mboka na yo. Donc, quand vous analysez cette chanson, vous allez comprendre qu'il y a un message très très important que les politiques n'ont jamais analysé, ils n'ont jamais tiré de conséquences par rapport à ces messages-là. Nous savons tous comment évolue notre monnaie. C'est juste une parenthèse pour s'introduire dans le grand thème de notre sujet de ce soir. Donc, là, les artistes nous ont produit vraiment des pensées qui sont tout à fait correctes. Parce que quand ils disent que non, l'argent c'est le thermomètre d'une économie, j'ai dit oui. Ce n'est pas à 100%, mais j'ai dit oui. Pourquoi les oui? Parce que sur les 100% des arguments qu'il faut argumenter là pour prouver que l'argent c'est l'économie, c'est le thermomètre d'une économie, on peut toutefois avoir une balance qui pèse beaucoup plus du côté de cette thèse-là. Comment on peut comprendre qu'une économie est forte? Une économie forte, ça peut aussi se caractériser par une monnaie forte. Je dis ça peut aussi. Ce n'est pas forcément que ça va directement se caractériser par une monnaie forte. Parce qu'il faut comprendre que les États-Unis d'Amérique, qui est la première puissance du monde, et il n'a pas la première monnaie la plus puissante. Donc ça, c'est pour cela que j'ai dit, c'est en partie vrai. Voilà, je peux dire que c'est vrai à 60%, mais pas à 100%. Parce que la monnaie la plus forte du monde, je crois, c'est la monnaie du Bahreïn, le dollar de Bahreïn. Et les dollars koweïtiens, j'espère, et beaucoup d'autres monnaies, et enfin les livres sterling, enfin. Mais les dollars, c'est que c'est une monnaie qui est beaucoup plus utilisée dans les échanges internationaux, dans les échanges commerciaux au niveau mondial. C'est ce qui fait que cette monnaie-là, elle est tellement influente que, voilà, votre monnaie peut être beaucoup plus forte que les dollars, mais vraiment, c'est difficile de battre les dollars sur le plan, le flux des échanges au niveau international. Donc, tout se fait presque en dollars. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre sujet, mais nous allons juste parler un petit aspect par rapport à l'économie congolaise. Comment on peut avoir une économie au Congo? Comment on vit aujourd'hui? Et quelle est la situation économique de notre pays? Pourquoi on n'a pas une économie? C'est beaucoup de questions qui peuvent se poser à ce point-là. Mais ce qu'il faut savoir, chers compatriotes, l'économie congolaise aujourd'hui, telle que la manière dont elle fonctionne, on peut toutefois retenir que cette économie, elle est extravertie. Que veut dire une économie extravertie? Une économie extravertie, ça veut dire que c'est une économie qui dépend beaucoup plus de l'extérieur. Voilà. Lorsque votre économie dépend de l'extérieur, elle est appelée à ce moment-là économie extravertie. Tapoter aussi pour protéger notre direct parce qu'on est toutefois toujours attaqué par les talibans, qui n'aiment pas toujours la vérité, la sincérité des traitements des données dans notre magazine. Voilà. Alors, lorsque l'économie n'est pas extravertie, à ce moment-là, on peut dire que ce pays-là a une économie. Le pays qui a une économie extravertie, lui, n'a pas d'économie. Mais pourquoi il n'a pas d'économie? Je donne maintenant les détails par rapport à notre économie qui est extravertie, celle que j'ai dit qui dépend de l'extérieur. Elle est dite extravertie parce qu'elle dépend de l'extérieur. Elle dépend de quoi réellement à l'extérieur? Voilà. Si on veut manger des biscuits au Congo, on importe ça, ou soit on importe le bleu, soit on importe la farine. Si on veut avoir du sucre au Congo, on importe beaucoup plus que ce qu'on produit. Nous avons des sucres produits à Koulingo, mais c'est peu par rapport à ce que nous consommons. C'est ce qui fait que nous importons beaucoup plus de sucre que ce que nous produisons. C'est ça qui rend notre économie extravertie. Nous produisons de la tomate, mais nous n'avons pas les moyens de les transformer pour que ça soit consommé en boîte et les conserver. Tout ce que nous importons comme boîte de tomates, c'est ça qui nous rend encore beaucoup plus dans le sens de dire que nous avons une économie extravertie. Et je reviendrai comment bâtir une économie. Je termine d'abord avec des exemples concrets d'une économie extravertie. Pour avoir de la farine chez nous, j'ai déjà dit ici que nous importons le blé, soit nous les transformons avec les minoteries que nous avons, et nous avons la farine. Si on produisait de la farine chez nous, à ce moment-là, on n'aurait pas eu à faire une économie extravertie dans les domaines de l'industrie, spécialement la farine de blé. Nous savons que nous importons aussi la farine de maïs. Malgré beaucoup de maïs que nous avons au Congo, nous continuons toujours d'importer la farine de maïs pays étrangers en grande quantité. Nous importons aussi de l'huile végétale qui vient de l'extérieur, de partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de produire l'huile végétale chez nous et les transformer chez nous et les consommer. Nous importons aussi tous les biens de première nécessité que vous connaissez, les poissons chinchard, les sels minéraux,
nous importons les poissons salés, les vivres frais. Tout ça, ce sont des choses qui rendent notre économie extravertie. Ça veut dire que nous dépendons de l'extérieur. Nous importons aussi les riz. Vous comprenez, chers compatriotes, nous avons 80 millions de terres arables où on peut planter et récolter et moissonner. Mais on ne peut pas le faire. Pourquoi? Dites-moi un peu pourquoi on ne peut pas le faire. Voilà, chers compatriotes. Ici, ce n'est pas seulement le devoir de l'État pour faire l'agriculture, c'est le devoir de tous les citoyens. Mais la vision, bien sûr, elle doit être portée par l'État. C'est lui qui a tous les moyens, c'est lui qui a tout un ministère qu'on appelle le ministère de la pêche, de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural. Comment pouvons-nous dire que ce ministère-là, c'est un ministère où l'État donne tant de moyens, qui a un budget, et dans toute l'année, il ne produit absolument rien? Un ministère qui ne sait même pas donner du courage aux agriculteurs congolais de produire chez eux. Un ministère qui ne sait même pas capitaliser les moyens humains que nous avons pour produire beaucoup plus de richesses chez nous. Voilà. Alors maintenant, là nous avons vu que dans tous les exemples que j'ai donnés là, ça montre bien sûr qu'une économie extravertie, en conclusion, on peut dire que c'est une économie qui dépend des importations. Presque à 60 ou bien à 70%, voire 80 et 90%. Donc là, on dépend tout des importations plutôt. Parce que même les habits qu'on porte au Congo, c'est importé, ça vient de la Chine, Japon, Italie, partout. Nous, on consomme tout ce qui vient du monde entier. Nous ne produisons rien pour aller vendre ça ailleurs et ramener les devises chez nous. Voilà pourquoi nous n'avons pas une économie. Maintenant, comment on peut bâtir une économie exactement? Pour bâtir une économie au Congo, nous devons produire au Congo. On produit le maïs, on les transforme, on les met au marché. Et puis on exporte ça dans les pays étrangers. On produit de l'huile de palme, on produit du coton, on transforme ça, on cousit les habits. Nous avons les couturiers qui terminent à l'ISAM, qui sont au chômage. Mais pourquoi ils sont au chômage? Ils sont au chômage parce que chez nous, l'industrie vestimentaire vit seulement des importations qui viennent de l'étranger. Nous ne pouvons rien produire chez nous comme vêtements. Les couturiers congolais, il n'a pas de marque de déposer. Pourquoi il n'a pas de marque? Je dirais tout simplement manque de vision. Parce que dans ce domaine-là, c'est un domaine concurrentiel qui peut être exploité par des privés, tout comme par l'État. C'est un domaine concurrentiel qui peut établir des partenariats publics-privés, chose qui n'est pas faite ici. C'est vrai que le gouvernement, si je peux le condamner là-bas, je le condamne seulement le fait de manquer une vision globale, une politique nationale d'industrialisation de notre pays. Parce que sans les industries, on ne peut pas terminer le chômage au Congo. C'est le seul moyen de terminer le chômage au Congo. Exactement, mais monsieur, oui, Itex Africa, exactement, Itex Africa n'existe plus. Il n'existe que par un simple nom. Parce que Itex Africa existait, parce qu'il produisait du coton et il les transformait. On avait encore des entreprises comme Soteski. On avait beaucoup d'entreprises dans ce sens-là. C'est là où, normalement, les couturiers congolais qui apprennent à l'ISAM doivent aller travailler. Parce qu'ils sont formés comme couturiers, des tailleurs, dans tous leurs domaines-là. Ils vont faire la créativité à la congolaise. Tout ce qu'ils vont produire, ils vont chercher aussi à les exporter à l'étranger. C'est ça qui va ramener les devises en RDC. Maintenant, regardez ce qu'on fait. C'est ce qui laisse entendre que notre économie est extravertie. C'est-à-dire que nous, tout l'argent qu'on produit en RDC, on prend cet argent, on va enrichir la Chine. La Chine produit les riches chez lui, il mange, il est rassasié. Tous les surplus qui restent, il exporte ça en RDC. Il gagne des fric, il retourne l'argent de leur banque. Maintenant, nous, quand on prend notre argent qui provient de notre caisse, de notre épargne, on va avec à l'étranger, on achète, on enrichit les autres. C'est vrai que nous, on rentre avec les marchandises, mais regardez ce qui se passe. Quand nous, on revient avec les marchandises, on va les revendre en francs congolais. Quand on les revend en francs congolais, on va chercher à acheter des devises, c'est-à-dire les dollars américains, pour aller encore s'approvisionner sur le marché mondial. C'est ce qui rend même la monnaie étrangère de plus en plus rare, ce qui la rend encore beaucoup plus chère. Parce qu'il y a un principe entre l'offre et la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, à ce moment-là, les biens augmentent les prix. Lorsque l'offre est inférieure à la demande, donc le prix augmente. Lorsque vice-versa, l'offre est supérieure à la demande, à ce moment-là, les prix diminuent. C'est-à-dire que nous avons peu de devises au pays et beaucoup plus de demandes de devises. C'est ça qui fait qu'on a toujours tendance que notre monnaie locale puisse faire la dépréciation. Voilà. Nous reviendrons chaque fois donner ne fût qu'un seul numéro parce que nous sommes aussi du domaine. N'oubliez pas, j'ai fait le commerce international à IEC. Vous pouvez compter sur moi pour avoir certaines données économiques. Et n'oubliez pas de poser toujours des questions si vous en avez. Vous posez un commentaire, vous posez dans mes vidéos. Je reviendrai toujours pour parler tant soit peu de ce que nous connaissons. Donc notre économie est restée extravertie parce que nous n'avons pas bâti une économie. Bâtir une économie, ça signifie produire, transformer, distribuer.
Donc quand vous mettez sur le marché, ce que vous avez vous-même produit, ça permet aux Congolais d'acheter le maïs qui est produit en RDC en francs congolais. Ça ne va pas se vendre en dollars, parce que même le vendeur, il n'a pas besoin de dollars. Vous comprenez? Il ne va même pas s'approvisionner dans un marché étranger. Il produit ça chez lui au Congo. Tout ce dont il a besoin, il a seulement besoin des engrais chimiques, il a seulement besoin des machines pour lui aider à travailler, il a besoin des travailleurs qu'il va payer aussi en francs congolais. Il va payer ses impôts en francs congolais. À ce moment-là, on n'aura pas besoin de devises étrangères. C'est ça qui va faire que notre dépendance à devises étrangères va de plus en plus diminuer. Mais plus on va en Chine pour acheter les biens en Chine, plus on a besoin de devises étrangères, plus on a besoin de dollars. Plus aussi les dollars augmentent. Plus aussi ça crée une rareté des dollars sur les marchés congolais. Et de plus en plus que ça devient rare, ça augmente de plus en plus les prix. Voilà pourquoi il y a une flambée des dollars en RDC. Voilà. Donc, chers compatriotes, si nous bâtissons une économie, nous serons capables de réduire les écarts de pauvreté. Parce que quand on bâtit une économie, vous permettez aux citoyens du pays d'avoir du travail. Comment ces gens vont avoir du travail? Par exemple, si Itex Africa et Soteski fonctionnaient, leurs champs de coton vont fonctionner. Certainement, ils vont engager des travailleurs. Ils vont encore engager des travailleurs dans leurs usines de transformation de coton. Mais ce n'est pas tout. Ils vont encore engager des couturiers dans leurs maisons pour coudre les habits. Voilà. Donc, ils vont engager beaucoup de personnes. Ça, c'est juste un seul circuit. Par exemple, avec, vous allez dire, mais on produit aussi le cuivre, on produit aussi le coltan, on produit le cobalt, de l'or, des diamants. Mais comment on ne peut pas avoir une économie avec ça exactement? Regardez pourquoi on n'a pas d'économie avec tous les minéraux qu'on produit. Alors, l'État congolais, lorsque les opérateurs économiques qui sont dans les mines, lorsqu'ils arrivent, l'État congolais, qu'est-ce qu'il dit? C'est un marché que lui, l'État, a libéralisé. Dans certaines entreprises, l'État est actionnaire. Par exemple, au Katanga, avec la Gécamine, l'État est actionnaire. Je crois, en tout cas, je n'ai pas la précision, mais je crois à 39 à 40%. Je crois que c'est moins de 50%. L'État est actionnaire à moins de 50%. En tout cas, je ne suis pas sûr plus de 50%. Je crois que moins de 50%, l'État est actionnaire au niveau de la Gécamine. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que l'État, cette entreprise qu'on appelle Gécamine, ce n'est pas une entreprise qui appartient 100% à l'État congolais. C'est une entreprise qui a des actionnaires qui ont amené des apports d'argent dans les capitales sociales de cette entreprise. Alors, l'État, il se contente de quoi? Qu'est-ce qu'il va gagner dans tout ce qui se fait dans les cobalt et les cuivres? Voilà. L'État, il pose des conditions. Il vous dit, moi j'ai du cuivre chez moi, vous venez pour exploiter ça, vous payez les redevances. Je prends un exemple. L'État dit, dans une entreprise qui a un capital social de 1 milliard, qui veut investir un capital social de 1 milliard, il va payer les redevances par exemple de 20%. Ce qui veut dire que pour commencer les travaux, cette entreprise, ce qu'on appelle en Kikongo comme un cotton site, donc les droits du sol qui payent des redevances par exemple de 20%. Juste un exemple. Quand vous le payez, l'État vous donne l'accès au marché. Et quand vous accédez au marché, vous allez voir être appliqué sur vous ce qu'on appelle les codes miniers. Il y a tout un code qui réglemente les mines en République démocratique du Congo. Toutes les conditions d'exploitation sont dans ces mines, sont dans ces codes, et toutes les conditions tout sont dans ces mines, les procédures et tout consort. Donc quand vous remplissez les conditions exigées par la loi, on vous donne les carrières miniers où vous allez exploiter les mines. Maintenant, les mines que vous allez produire là-bas, c'est pour vous. L'argent que vous allez gagner quand vous exploitez ça, quand vous vendez l'argent que vous gagnez, vous allez payer des taxes en pourcentage à l'État congolais. Voilà ce que ça signifie. C'est ce qui fait que les minéraux qui sont produits, ceux qui produisent ces minéraux-là, ils exportent ça. On calcule le montant global de leurs exportations. Si ça coûte par exemple 100 millions de dollars, l'État dit par exemple dans les codes miniers, non, vous allez payer 30% d'impôts sur votre production, sur votre chiffre d'affaires. Donc lorsque vous vendez des minéraux de 1 milliard, vous payez 300 millions à titre d'impôt. Voilà tout ce que l'État gagne dans les minéraux. Au transformer ça, les valeurs ajoutées, tout ça, l'État, il ne tient pas compte de ça, ça ne lui concerne pas et ça ne lui concernera jamais. Le contrat qui a été mis en place, c'est un contrat comme si on bradait nos minéraux. Pourquoi on fait ça? Parce que l'État, ici, l'État se considère comme quelqu'un qui n'a pas de moyens à exploiter ces minéraux. Voilà. C'est ça aussi qui se passe avec le pétrole à Mwanda. Je peux vous dire ici que c'est regrettable, mais c'est ça qui se passe en réalité. Or, dans d'autres pays, par exemple l'Angola, qu'est-ce que l'État a fait? L'État angolais avait signé un partenariat avec les Américains pour exploiter son pétrole. Les Américains ont ramené les matériels et les Angolais se sont approchés. Ils se sont dit, on travaille ensemble. Vous, les Américains,
vous allez nous former, vous ramenez le matériel pour exploiter, vous allez nous former, vous allez calculer votre investissement que vous avez fait, le matériel et l'expertise que vous allez nous donner. Vous allez calculer, ça va vous coûter combien? Ça vous coûte par exemple 20 milliards. Alors, avec l'exploitation que vous allez faire, dites-nous, pour récupérer votre 20 milliards, ça va prendre combien d'années? Alors, entre l'Angola et les États-Unis, ils se sont entendus, non, ça va prendre 20 ans. Donc, les 20 années, ça va permettre aux États-Unis de récupérer le capital qu'il a investi, mais aussi d'en tirer des profits. Et lorsque les 20 années se sont écoulées, il devrait s'asseoir encore pour maintenant que l'État angolais puisse s'approprier entièrement de son pétrole et de contrôler toute la production. Alors, à ce moment-là, l'État angolais crée ce qu'il a appelé la SONANGOL, donc Société nationale angolaise. Et cette société, c'est elle qui gère tous les pétroles angolais. Ces pétroles que l'Angola est en train d'exploiter sous son sol, il les transforme. Donc, pour le pétrole, on ne peut pas dire transformer, il le raffine alors. Donc, il va raffiner ce pétrole et il va mettre ça sur les marchés. Parce que lorsqu'on va raffiner le pétrole, on a des produits dérivés du pétrole. Vous avez tous les sortes de carburants que vous savez, pour les avions, pour le véhicule diesel, l'essence, les huiles moteur, les huiles pont, les huiles frein, tous les dérivés qu'il y a dans le pétrole. Et à ce moment-là, l'État angolais ne se contente pas pour dire non, moi j'ai seulement besoin des taxes. Non, l'État angolais se tient comme le patron du pétrole angolais. Il gère ça seul. Et les Américains, ils sont restés comme maintenant des travailleurs. Ils ont maintenant des partenariats d'assistance technique et des transferts d'expertise. Donc vous avez un Américain à côté de lui, on a un Angolais qui apprend comment faire le travail que l'Américain sait faire. C'est ce que nous n'avons jamais fait. Mais pourquoi nous, on n'a jamais fait de bons contrats? Pourquoi on n'a jamais signé de bons contrats? Exactement. C'est parce que nous, on a des aventuriers, toujours des aventuriers au sommet de l'État. Mobutu, à son époque, lui, il s'était concentré beaucoup plus sur le cuivre. Il a négligé le pétrole. Mobutu avait négligé beaucoup de domaines. Il a bradé ça contre son pouvoir, contre tout ce que nous savons. Bonsoir maman, bonsoir, merci. Et après, l'autre qui est venu, Kabila le père, lui, il a mis la main mise sur tout. Il a contrôlé. Mais sauf que nous savons tous comment il a fini ses jours. Donc on l'a fini par le dire. Parce que ce sont 17 hommes, il est dangereux. Je prends un exemple concret. À Mwanda, par exemple, le pétrole que nous produisons, on nous a toujours menti que la RDC produit 25 000 barils de pétrole par jour. C'est faux. Je suis né dans cette ville-là, ma ville natale de Mwanda. Et on a des connaissances avec beaucoup d'ingénieurs. Même aujourd'hui, on continue toujours les échanges. Et ils nous confirment toujours que Perencorep à Mwanda, c'est offshore et onshore. C'est-à-dire offshore lorsque le pétrole est exploité dans le eaux de l'océan Atlantique. Et onshore lorsque c'est exploité sur les rives. Donc c'est prouvé que nous produisons beaucoup plus de pétrole. Et que ces pétroles ne sont même pas comptabilisés par le compteur général qui a été mis en place. Ces compteurs qui donnent les données statistiques qui doivent être comptabilisées pour le paiement des impôts. Donc ce n'est même pas comptabiliser tous les pétroles qu'on produit. Donc on produit beaucoup plus, vous imaginez. L'Angola qui est à côté de nous produit plus de 1 500 000 barils par jour. Si vous regardez un peu, nous qui sommes juste à côté, nous on n'arrive pas à produire ne fût-ce qu'1 million de barils. Si vous comprenez déjà 1 million de barils, ça coûte combien? L'Angola, rien que dans le pétrole, il gagne plus de 100 milliards de dollars par année. Voilà lorsqu'on applique des séries, comment on peut sortir un pays dans la pauvreté dans un clin d'œil, dans un claquement de doigts. Nos autorités, quand ils arrivent là, ils ne savent pas comment ouvrir les yeux, ils ne savent pas comment capitaliser les intérêts du Congo. Ils ne se contentent que des pouvoirs, des voyages inutiles, des futilités. Vous savez, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous consacrez seulement une année de travail, une année de série. Vous allez gagner beaucoup de choses. Déjà avec une année de série, vous allez gagner même la confiance du peuple, même pendant tout un siècle. Le peuple congolais est capable de vous faire confiance juste parce que vous avez fait des séries d'une année simplement de gestion. Nous avons vu avec Kabila le père pourquoi il est resté le chouchou de tous les Congolais. C'est parce que quand il est arrivé, il a maîtrisé l'économie. Même s'il n'a pas réussi avec la sécurité jusqu'à sa mort, mais il a maîtrisé l'économie. Il a réduit la corruption. Il a réussi à imposer les Congolais une discipline. On a vu même les fumeurs des chanvres, on les coupait les lèvres. Moi j'ai vu des gens qui n'ont plus de lèvres parce qu'ils ont fumé les chanvres et puis on les a arrêtés. La sentence était simple. On ne vous condamne plus une année de prison, on vous coupe seulement les lèvres. Donc vous marchez comme ça, les dents sont dehors. Vous n'avez pas de choix. Et cela a obligé à tout le monde de respecter les lois. Personne ne volait plus l'argent. En tout cas, on volait, mais en cachette. Il est arrivé, il a trouvé les gens comme les Bahati. Ils avaient beaucoup d'argent qu'ils avaient volé à l'époque. Il dit,
vous avez les choix. Soit vous rendez à la République ce que vous avez volé, ou soit vous restez en prison toute votre vie. Les gens comme Bahati, demandez Bahati. Bahati, c'était un prisonnier de Kabila le père. Professeur Bahati. Mais il était où pour qu'il soit prisonnier? Voilà. Il faut toujours se renseigner. Professeur Bahati était directeur du personnel à la Banque centrale d'Isaïr à l'époque. Ils ont volé beaucoup d'argent, ces messieurs-là, que vous voyez. Allez le demander, il va vous dire. Et Kabila le père va les arrêter. Parce qu'il appelle ça comme des scandales financiers, des crimes financiers, des choses qu'ils ont commis là-bas. Voilà. C'était juste une parenthèse pour qu'on comprenne que nous avons les possibilités de changer le cours des choses.